Ok, on va faire la flèche. Ah, Clovis, tiens, donc tu as paru. Oui. Oui. Ça fait quoi? J'avais des problèmes de transport, Grégoire, tu te tais, tu t'assois. Pourquoi du thé? Ah, on continue. On continue le cours sur la force. Comment on décrit une action mécanique. Alors, faut de boé. Donc, une action mécanique. Quand est-ce qu'on sait qu'il y a une action mécanique qui entre en jeu sur un système? Qu'est-ce qui nous permet de dire « Ah, le système a subi une action mécanique ». Il a bougé, donc il a été mis en mouvement, on a modifié sa trajectoire, ou alors il s'est déformé. À partir du moment où vous observez ce phénomène, bah forcément c'est qu'il y a une action mécanique qui agit sur le système, et on a vu qu'une action mécanique, elle était représentée par une force. Mathématiquement, c'est un vecteur qui a donc une direction, un sens et une valeur. Monsieur vous dites, c'est par exemple un objet bouge, c'est une action mécanique. Mais là, si je fais tomber ça, c'est pas mécanique, non? Ah bah bien sûr que si, puisque tu prends l'objet. Et dans le cas d'un tremblement de terre? Action mécanique. Bah, forcément, tu as une onde qui traverse le système. Ce système est mis en mouvement par la traversée de l'onde. Ouais. Donc forcément, tu as bien quelque chose qui agit sur ton système. Il y a trop de bruit, c'est trop fatigant là. Donc, on avait vu la première force que l'on avait étudiée, c'était le poids, représenté par le vecteur P, qui est toujours dirigé suivant la verticale du lieu considéré, qui est dirigé vers le centre de la Terre, ou du moins vers le centre du système attracteur, puisque pourquoi est-ce qu'on a un poids? Parce qu'on a un système attracteur. Et sa norme, sa valeur, c'était la masse de l'objet multipliée par G, que l'on appelle l'intensité de pesanteur terrestre. En fait, on va voir que ce poids, c'est un cas particulier d'une force plus importante, qu'on appelle l'interaction gravitationnelle. D'accord? L'interaction gravitationnelle, elle a lieu entre deux objets. Par exemple, ces deux objets ont chacun une masse. Donc, quoi qu'il arrive, ces deux objets vont interagir à distance l'un sur l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on attendait très longtemps, beaucoup plus longtemps que l'échelle d'une vie humaine, et ben on verrait au fur et à mesure ces deux objets. C'est trop bien. N'importe quoi? Hein? N'importe lesquels? N'importe lesquels. Bon, là, il faut vraiment attendre très. Alors, monsieur, vous dites très longtemps, mais genre, est-ce que ce serait pas, comment dire, évaporer en poussière le temps que ça arrive? Oui, c'est clair. Donc en fait, simplement, on va étudier le fait que deux objets massifs sont toujours en interaction l'un par rapport à l'autre et ils subissent l'un sur l'autre l'attraction gravitationnelle. Cet objet A agit sur cet objet B. Pourquoi? Parce qu'il émet autour de lui, il crée autour de lui un champ gravitationnel et une masse qui rentre dans ce champ gravitationnel va être attirée, va tomber à l'intérieur. Vous vous souvenez de l'expérience de la nappe ou pas? Non. Tout avait été dans la vidéo, donc je l'ai fait. Non, c'était quand je l'ai fait? On l'a jamais eu. Bah, oui, non. Alors, attends un petit élément. Il faut quelqu'un. C'est comme le film. Ouais, c'était Maïva. Comme le film avec qui Attendre la nappe. Et il est drôle, mais. Donc cette nappe, elle représente l'espace. D'accord? Donc normalement l'espace est en 3 dimensions. Là, on va représenter cet espace en 2 dimensions par une nappe. Si je mets un objet sur cette nappe, qu'est-ce qui se passe? La nappe se déforme. Donc il faut considérer que l'espace se déforme. Si je mets un objet
plus lourd. Là, c'est léger. Ah non. Ça le déforme encore plus, vous êtes d'accord. Ah ouais, mais monsieur, Et maintenant, un autre objet qui rentre, qui est loin. Et puis il arrive, et progressivement, il se rapproche de cet objet très massif. ça tire en droite. L'objet, parce qu'il a une masse, est happé, il entre dans le champ gravitationnel de l'objet très massif et est attiré par lui. Oui ou non? Là, les deux sont attirés par le centre de la Terre. Alors, je suis d'accord. Là, on considère simplement que ça, c'est notre espace. On va voir autre chose. D'accord, le centre de la Terre, c'est encore quelque chose de particulier. Mais grosso modo, de façon schématique, on voit bien que notre espace, il est complètement déformé par la présence d'objets massiques au milieu. D'accord? Et plus l'objet est massique, plus cet espace va être déformé. Et donc va avoir la capacité à attirer d'autres masses vers lui. Merci. Ouais. Monsieur. Mais genre là, sur votre présentation, enfin, genre, l'espace se déforme à chaque fois, mais normalement, plus un objet est déformé, plus genre, il peut se détruire au bout d'un moment. Donc, techniquement, est-ce que l'espace peut Alors, se détruire? là, je vous parle, se déchirer, l'espace se déchire. Ce serait quoi un espace qui se déchire? Trou noir? Un trou noir, exactement. La théorie des trous noirs, c'est simplement qu'on a un objet tellement massif, tellement dense, qu'il arrive à déchirer l'espace-temps. Ça, c'est la relativité générale. Je ne vais pas vous en parler. Non. On en fait, vous n'en ferez même pas si vous faites une prépa ou une prépa. On commence à étudier la relativité en 4e année. Voilà. Si vous faites une école d'ingénieur, vous n'en faites pas de la relativité. Il y a deux choses qu'on fait en fac comparativement aux écoles d'ingénieur. On fait de la relativité générale, et on fait de la mécanique quantique assez poussée. Voilà, donc là, juste pour vous dire que deux objets, pourquoi ils sont en interaction l'un avec l'autre, deux objets qui ont une masse, pourquoi ils sont en interaction? Parce que chacun des deux crée autour de lui un champ gravitationnel. Ce champ gravitationnel déforme l'espace. C'est comme si vous aviez une bille qui roule dans un puits, qui est attirée à l'intérieur de ce puits. Est-ce que c'est clair? Ça va ou pas? Du coup, monsieur, selon votre logique, c'est-à-dire que plus il y a d'objets sur la Terre, plus il y aurait une plus grande attraction. Plus un objet est massif, plus il va avoir tendance à attirer vers lui facilement les objets, les autres masses. D'accord? Donc oui. Et du coup, par exemple, s'il y avait un trou noir, genre à 100 000 km de la Terre, combien de temps il pourrait être attiré? Rien que 100 000, ça va être. Ouais, mais pas. Oui, non, mais genre en combien de Moi, temps? ça, j'en sais rien, on peut faire des calculs de relativité. C'est trop facile, c'est trop vieux. Nous, on va rester très simple. On va pas parler de champ gravitationnel, mais la physique des champs, vous allez commencer à l'introduire si vous faites la spécialité physique en première. On commence à parler de physique des champs gravitationnels, physique des champs électrostatiques, physique des champs magnétiques. Il y a d'autres types de champs, mais ça, c'est les plus simples. Dans un espace, parce que le trou noir, l'espace qui se déchire, c'est-à-dire que notre univers est composé de matière. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Tu n'as pas encore les connaissances nécessaires pour faire du détail. C'est de la physique quand même de haut niveau. Donc, la physique des trous noirs, ça est encore incompris. Ce qu'on appelle, si on repère ça mathématiquement, on appelle une singularité mathématique. Et une singularité, vous expliquez ça plus tard si vous faites des... Alors, j'ai une question. Si l'espace se déchire, mais genre là, par exemple, dans les trucs que vous avez pris, il y a quelque chose en dessous de l'espace. Donc, effectivement, il y a quoi si on passait au l'espace? On sait pas, on a aucune idée. Ça, c'est des concepts où tu vas mêler la physique et la philosophie. Je ne peux pas rentrer dans ce genre de détails. C'est pas à moi de faire. Donc, on va considérer notre interaction gravitationnelle. Donc, pour ça, on va considérer deux objets. Un objet A et un objet B. L'objet A possède une masse MA, l'objet B possède une masse LB. D'accord? Ces deux objets sont séparés par une distance D. Ce qu'on va faire pour diriger notre espace, on va décider que ce vecteur ici, qui relie la droite à B, on va l'appeler UAB. C'est ce qu'on appelle un vecteur unitaire. Qu'est-ce que c'est?
Là, c'est parce que j'ai changé le truc. Là, elles sont. C'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur unitaire? C'est qu'il y a une unité. Par exemple, quand vous êtes en maths, vous dessinez un repère cartésien OIJ. Oui, non. Un repère, vous avez votre axe, X, Y, et là vous mettez I, et là vous mettez J, non? Oui. I et J sont des vecteurs unitaires. C'est à l'origine. Non. On peut leur définir n'importe quel nom. Ah, c'est pour définir par exemple quelle unité de graduation. Par exemple, Exactement. Ça veut dire que ce vecteur a une longueur de combien? De une unité. Après, votre unité, ça peut être une distance, ça peut être une longueur, ça peut être des newtons, ça peut être n'importe quoi. En général, une unité de longueur. En fait, techniquement, tout le temps, enfin, genre, chaque truc a une unité. C'est pas clair. Enfin, Une unité, ça veut dire que tu te déplaces d'une unité. oui, mais je veux dire, là, par exemple, si vous Quand tu continuez vas votre de droite, 1 ça sera à toujours 2, une ton unité. unité, c'est 1. Oui, non, mais là, je veux dire, si vous continuez votre droite, ça sera toujours une unité. Non. Une unité. Si par exemple, tu définis le mètre, l'unité du mètre, c'est 1 mètre. Oui. Pas 2. Mais ta droite, tu peux avoir un segment qui fait 4 mètres. Donc, il sera considéré par 4 unités. Bah oui, mais vu que l'unité, on l'a définie, genre... Mais tu vas bien la définir par un vecteur de base. Dire que cette longueur, ça correspond à une unité. D'accord? Donc, on a notre vecteur unitaire. Ça, c'est un vecteur unitaire. Ça veut dire que sa norme, elle est égale à 1. Il y a trop de bruit. Tu te sépares. Passe devant, s'il te plaît. Là, ça commence à être trop. Donc, ce que l'on a dit, on va s'intéresser à l'interaction gravitationnelle que le corps A exerce sur le corps B. Déjà, l'interaction gravitationnelle, est-ce qu'elle est attractive ou répulsive? Attractive. La bille tombe dans le puits gravitationnel. Donc forcément, le vecteur force d'attraction gravitationnelle va être dirigé de B vers A. Et cette force, c'est la force F d'attraction gravitationnelle du corps A sur le corps B. Première chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On va pouvoir écrire l'équation vectorielle de cette force. Cette notion est à connaître. F de A sur B en vecteur, ça va être égal à une constante G qu'on appelle la constante de gravitation universelle, multipliée par la masse du corps attracteur fois la masse du corps qui subit l'attraction, divisé par la distance au carré qui sépare les deux corps. Ça, c'est pour la valeur. Maintenant, pour la direction. Elle est dirigée suivant le vecteur UAB, mais elle est opposée au vecteur UAB. Donc, il faut que je rajoute un signe moins devant cette expression. Voilà l'expression de la force gravitationnelle entre deux corps. Pour voir. Ce que l'on peut dire aussi, c'est d'après le principe des actions-réactions, comment vous pouvez, d'après le principe des actions réciproques, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la force qu'exerce le corps B sur le corps A? Ça va faire moins G MA MB sur D carré et UAD. Donc en fait, ça va faire pareil. Exactement. Comme c'est égal à moins l'action de A sur B, ben ça va simplement être la même expression, mais sans le signe moins. MA
que l'on peut dire sur les caractéristiques de cette force F de A sur B? On va dire que F de A sur B, donc la direction, comment vous décrivez la direction de la force d'interaction gravitationnelle qu'exerce le corps A sur le corps B? Quelle est cette direction? La droite reliant B. Exactement, la droite à B. D'accord. Droite à B. Quel est son sens? Donc, quel est le sens de la force d'attraction gravitationnelle qu'exerce le corps A sur le corps B? De A vers B. Raté. Ah oui, de B vers A. Voilà, si tu aurais dit de A vers B, ça aurait été répulsif. Là, tu vois bien que la force F est dirigée de B vers A. Donc, de B vers A. Et quelle est sa norme? Quelle est sa valeur? La même norme que F DA. Exactement. En fait, c'est cette expression sur les flèches. Si j'enlève la flèche de UAB, quelle est la norme de UAB? 1, puisque c'est un vecteur unitaire. Donc, c'est comme si on multipliait tout ça par 1, donc on ne passe pas. Donc, au final, on dit que la norme de A, B, qui sont flèches, c'est G, masse de A, masse de B, divisé par la distance totale. Voilà les caractéristiques de la troisième force que vous devez connaître, la force d'attraction gravitationnelle. Donc pour le moment, vous connaissez le poids, vous connaissez la force d'attraction gravitationnelle et vous connaissez la force de rappel de Rossmann. Alors ce qu'on va faire maintenant, j'ai oublié de vous donner quelque chose quand même. G. C'est la constante de... Ben, ça change. C'est ce que j'ai pas arrêté de vous expliquer depuis la semaine dernière. Ouais, mais écoutez, la semaine dernière. Un vecteur n'est pas un nombre. Quand vous donnez une vitesse, juste la valeur de la vitesse, vous savez juste à combien de kilomètres/heure vous voulez. Si vous donnez en plus la direction, vous dites dans quel sens vous allez vous diriger. Donc, un vecteur et un nombre, c'est pas la même chose. Un vecteur donne une indication supplémentaire, vous donne une information supplémentaire à la grandeur considérée. Donc ça, c'est la constante de gravitation universelle. Et elle vaut G6,67 10 moins 11 newton par kilogramme carré par newton mètre carré par kilogramme carré. Alors les masses doivent être données en kilogrammes. D'accord. Les masses doivent être données en kilogrammes et les distances doivent être données en litres. C'est ce que j'ai dessiné. Le vecteur unitaire, c'est lui qui te donne juste la direction dans laquelle tu vas te privilégier. Quelle est la direction qui relie A à B? 1, c'est le fait que la norme de ce vecteur, sa longueur, elle vaut 1. Mais tu as suivi tout à l'heure ou pas du tout? Bah, c'est ce que je dis tout à l'heure. Là, tu reviens sur des choses que je dis en plus d'une heure. Les questions, il faut les poser de suite. Mais est-ce que FAB vaut environ, grâce à UAB, 5 ou 4? Ah non. Ah, là, Oui, là-dessus. non. Oui, ce serait 5 ou 4, mais ça dépend de ton unité. Non, tu ne peux pas dire ça. D'accord. On va faire des exercices après sur les concepts. Alors, justement, on va faire... Et vous allez faire le 13, page 221.
Alors, à puissance moins 11. Oui, j'aurais écrit. Je crois que c'est ça. Alors dites-moi ce que vous avez. MAMD, D au carré, c'est ça. Pourquoi vous ne voyez pas au tableau? Ah si, là, on le voit. Ok. Alors, exercice. Le 13, page 228. Donc, où on vous demande de connaître la formule de la force d'interaction gravitationnelle. Donc, en première question, et ça c'est en général toujours ce qu'on vous demande, rappelez la formule de la valeur de la force gravitationnelle entre deux objets. Voilà. Rappel. Ce qu'on vous demande, c'est la formule de la valeur de la force d'attraction gravitationnelle. Qu'est-ce qu'il faut que j'écrive? Elle est déjà sur le tableau. Mais là, je veux la valeur. C'est-à-dire la valeur. Qu'est-ce que c'est que la valeur de la force d'attraction gravitationnelle? La barre. Exactement, c'est la norme. D'accord? La norme. Il ne faut pas écrire l'expression vectorielle, puisque ça contient non seulement la valeur, mais aussi la direction. On vous demande d'écrire la valeur de la force, c'est-à-dire la norme du vecteur. Ça, il faut bien que vous l'ayez en tête. Et comme vous ne l'avez pas fait encore en maths, les vecteurs, c'est vrai que c'est un peu plus complexe. Maintenant, quand vous allez commencer les vecteurs avec une super-offre, ça, il va vous insister là-dessus. Un vecteur, bah, c'est un objet mathématique qui est caractérisé par une direction, un sens et une norme. Ça, je disais, ouais, on l'a déjà vu en plus. Ah, il le sait déjà. Sauf que, moi, je vous présente les choses à la méthode physicienne. C'est-à-dire à peu près. Ce n'est pas des maths ultra rigoureuses. Moi, je me sers des maths. Une question. Donc, je rappelle, on dit juste que la force de A sur B, la valeur de la force de A sur B, on a aussi comme ça, on a une. D'accord? Que je note comme ça, le vecteur avec des doubles barres autour, ou simplement F de A sur B sans la flèche au-dessus, ça veut dire la même chose. Le matheux, il va plutôt écrire ça comme ça. Le physicien peut écrire ça comme ça. J'accepte les deux. D'accord? Surtout en seconde, pour moi, vous l'écrivez comme ça. Et au final, ce qui est important, c'est de voir que c'est G multiplié par la masse du corps A, fois la masse du corps B, divisé par la distance qui les sépare au terme. Alors ça, c'est les deux formules de l'aujourd'hui. Et puis après, AN. Comment tu veux faire une heure? Et donc, ce qu'on vous demande, c'est de calculer la valeur de cette force dans le cas du Soleil et du Jupiter. C'est-à-dire, quelle est la valeur de la force d'attraction que le Soleil exerce sur Jupiter? Et d'ailleurs, une fois qu'on aura cette valeur, qu'est-ce que vous pourrez dire sur la valeur de la force d'attraction que Jupiter exerce sur le Soleil? C'est l'opposé. Non, ce sera la même. L'opposé, c'est la force, la force, le vecteur qui sont opposés. Mais la valeur, elles seront identiques. C'est comme le ressort, la force de tension du ressort ce matin et le poids de l'objet. Elles avaient la même valeur, mais elles étaient opposées. Parce qu'on a une qui était vers le bas, l'autre qui était vers le haut. Mais elles avaient la même longueur. Donc la même valeur, donc la même norme. Monsieur, ouais. C'est-à-dire que si la Terre va forcément rentrer dans le Soleil. Non, justement. Alors ça, c'est ce qu'on étudie plutôt en terminale. On fait de la mécanique céleste. On utilise bien entendu les forces d'attraction gravitationnelle, et puis on étudie le mouvement de la Terre autour du Soleil. En fait, la Terre est en rotation autour du Soleil.
Mais il est sûr que si la Terre s'arrêtait de tourner autour du Soleil, elle tomberait dessus. Mais comme elle a un mouvement autour du Soleil, elle a une certaine vitesse, et il y a d'autres forces qui rentrent en jeu, qu'on appelle des forces non inertielles, qui permettent de contrebalancer la force de l'attraction gravitationnelle. Et donc au final, elles continuent sur son orbite à tourner autour du Soleil. D'accord ? Indéfini. Donc c'est pas tout à fait vrai ça aussi. D'accord ? Mais comme elle se rapproche petit à petit Oui, mais je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Restons sur les choses les plus simples pour le moment. Donc, application numérique. Donc là, on vous demande de calculer la valeur de la force d'attraction gravitationnelle entre le Soleil et Jupiter. Donc là, à la place de A, on met S et J. S pour Soleil, Jupiter. Donc ça va être G. G, il vaut 6,67 10 moins 11. 6,67 10 moins 11. La masse du corps attracteur, c'est le Soleil, 1,99 10 puissance 30 kg. La masse de Jupiter, 1,90 10 puissance 27. Moi, je calcule la masse de Jupiter. Alors ça, on peut le faire, mais sans terminal. Alors la troisième moitié de faire. Et la distance qui sépare les deux, elle est à 7,79 10 puissance 8 km. 7,79 10 puissance 8. Elle est en kilomètres. La distance, il faut que je l'exprime en mètres. Donc comment on passe des kilomètres au mètre? 10 puissance 3. Mais non, c'est plus 3. Dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres. Donc on multiplie par 10 puissance 3. Donc ça fait 10 puissance 3. Et le tout est élevé au carré. Alors ce calcul, avant de le faire à la calculette, on va le faire de tête. Non, on réduit plus De façon approximative. J'ai une question. Comment ça se fait que la Terre se rapproche du Soleil, sachant que techniquement, le Ça se mouvement... rapproche pas de la tout Soleil, pourquoi? Ben, il avait pas dit un truc du style ou... Non, c'est quelqu'un qui a dit ça, mais c'est pas. Non, parce que normalement, le mouvement est plus puissant dans l'espace, vu que... Plus puissant, ça veut rien dire. Ben, genre, je sais pas, mais si je lance un objet dans l'espace, il va pas revenir vers la Terre, genre son mouvement va... Ça dépend des conditions dans lesquelles tu le lances. Ça commence à me faire chier. Hein? Non. Ça dépend comment tu vas le lancer. Il a dit ça comme ça. Si je lance cet objet vers le haut, il va faire ça. Si je le lâche sans vitesse initiale, il va juste descendre. Donc, en fonction des conditions initiales, je n'ai pas la même. Il y a de pense-toi trop dans l'application numérique. Hein? C'est ça que je disais pas. Où ça? S, J, Soleil sur Jupiter. Il y a trop de bruit, on se tait de suite. Pourquoi là on ne fait pas moins G au lieu de J? Parce que c'est la valeur de la force. Et la norme d'un vecteur est toujours positive. D'accord? Puisque c'est la longueur d'un vecteur. Et la longueur d'un vecteur, forcément, c'est positif. Donc, si on fait ça de fait, on va avoir f de s sur j. Alors, je vais mettre tous les nombres d'un côté. Donc, 6,67, je veux dire que c'est 7. 1,99, c'est 2. 1,90, c'est 2. Et là, j'ai 8 que j'élève au carré. 8 au carré, ça fait 64. J'ai pas dit ça. Ensuite, j'ai les puissances de 10. 10 moins 11. Ensuite, j'ai 10 puissance 30. Ensuite, j'ai 10 puissance 27. Et en dessous, j'ai 10 puissance 8 fois 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 11 que j'élève au carré. Ça fait 10 puissance 22. Mais Donc, monsieur... j'ai f de s sur j qui est égal. 64 divisé par 2, ça fait 32. 32 divisé par 2, ça fait 16. J'ai 7 divisé par 16, ça fait un peu plus d'1,5. On va dire 0,5. Monsieur, pourquoi par
C'est la même valeur. 22. Non, non, mais pas Reformule ta question. Donc, en gros, vous avez dit 199 et 190, c'est tous les 1,99, bah, c'est 2. 1,90, c'est 2. Ah, c'est une affaire. Ouais, je suis pas la physicienne là. Donc je disais que tout ça, ça fait à peu près 0,5. À peu près. Ensuite, pour avoir ce truc-là, bah, c'est 10 puissance moins 11 plus 30 plus 27 moins 22. Donc ça me fait que f de s sur j, ça va faire 30 moins 11, 19. 19 plus 27. 19, 27, ça fait 36, 46, 46 moins 22. 24. Donc ça fait 0, 5, 10, 24, ça fait 5. Là, on voit plus, j'arrive, il y a eu un truc, ouais, qualité. Ça va mieux là, normalement. C'est bon? Ok. Et l'unité, ça fait ça la calculette. 6,67, 10 moins 11, 1,99, 10, 30, etc. Allez hop, faites-moi ça la calculette. Hein? Ça marche pas à peu près, voilà. Non. Bah si, on va voir que ça part. C'est pratiquement pareil. Oh, bien. Alors voilà, calculette. Moi, ça me donne 2. Et là, je me suis planté et je vais passer pour un monsieur ou des les votes sont plus puissants. Alors par contre, donc ça, on a la main. Et là, on fait à la calculette. Donc les chiffres significatifs, par contre, à la calculette, combien de chiffres significatifs doit avoir mon résultat? 2, 3. Oh, je suis trop fort. Ça fait 4, 14. Vous voyez, c'est pratiquement pareil. Moi j'ai 4,15. Ouais, moi aussi. Du coup, vous avez 4,16. Donc pour avoir un résultat, il n'y a pas besoin d'une calculette, hein, vous pouvez faire ça de tête. D'ailleurs, à partir du moment si non, il ne serait plus confiné, enfin, quand on arrivera à retrouver une classe entière, ce qui est peu probable, on ne s'agira pas, mais je sais qu'à un moment, on va se retrouver en classe entière, je vous ferai une interro sans calculette. Quoi? Avec ton masque. Est-ce que si tous les physiciens ils réfléchissaient comme vous avec des harmonies et tout Ah mais ils font ça en première instance. Mais c'est pas le mec qui fait de la physique, il fait des gros calculs et tout. D'abord, il veut dire, ok, voilà ce que je dois trouver approximativement. Quel est l'ordre de grandeur que je dois avoir. Oui, mais si on faisait tout bien. Ah mais après, une fois qu'il dit ok, c'est cohérent ce que je trouve, là il va préciser. Je trouvais 4,15, donc 16. Ah, moi aussi. 4,15. Ah, moi aussi. 4,15. Et quand il y a un 5 à peu, du coup, Oui, tu as raison. Mais non. Il a pas du tout, mec. Donc voilà pour ce calcul. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on reprend le cours. Et en fait, je vais vous montrer que le poids, ce qu'on a appelé le poids, c'est simplement un cas particulier de l'interaction gravitationnelle. Pourquoi est-ce qu'on a un poids? Parce qu'on est attiré par la Terre. Donc on est bien, c'est bien le poids, c'est bien la conséquence de la force d'attraction gravitationnelle de la Terre sur nous.
Oui ou non? Oui. Mais ça se fait à une distance particulière. À quelle distance? Bah, dès qu'on est dans le proche de la Terre. Pas plus précis. Proche quand même. Bah, dans le. C'est une distance précise. Bah, je la connais pas. Quand les deux, enfin, Là, je suis situé à quelle distance par rapport au centre attracteur terrestre? On sait pas. La moitié du diamètre de la Terre. Donc le rayon terrestre. Donc à la place de D, pour avoir le poids, on a juste à remplacer D par le rayon terrestre. Et vous aurez le champ gravitationnel terrestre. La moitié du rayon de la Terre, forcément. Plus que on n'est pas dans le ciel. Rayon de la Terre, le rayon de la Terre, c'est le sol. Tu considères que ta Terre est sphérique, je sais ce que tu vas me dire, le rayon de la Terre n'est pas constant parce que la Terre n'est pas sphérique. C'est une approximation. D'accord ? C'est pour ça qu'à l'équateur et au pôle, on n'a pas le même poids. À l'équateur, ça on va y arriver un peu après, si je dessine la Terre de façon schématique, elle est aplatie au pôle, vous êtes d'accord? Et donc, un bonhomme qui est situé ici, un bonhomme qui est situé ici, par rapport au centre terrestre, le rayon n'est pas le même. Là, c'est ultra important ce que je suis en train de dire. Si vous ne suivez pas, ne vous plaignez pas. D'accord? Le rayon terrestre, au final, n'est pas constant, puisque la Terre n'est pas réellement une sphère. Mais pour nos calculs, nos approximations, ça marche très bien. Ou est-ce que le poids va être le poids d'un homme va être plus important? Est-ce que son poids va être plus important au pôle ou à l'équateur? Au pôle. Pourquoi au pôle? Parce que c'est plus proche du centre de la Terre, donc la force de gravitation est plus élevée. Exactement. Mais le pôle Comme à droite, c'est un schéma, non? je veux bien donner des explications, mais il faut se taire. Enfin, ça, c'est des questions qu'on vous pose tout le temps pour les questions de base. Comme la valeur de la force gravitationnelle, elle est inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les deux corps. C'est-à-dire que la distance, elle est située au dénominateur de la valeur de la force. Donc, quand cette distance augmente, que fait la force? Elle diminue. Donc forcément, si vous êtes à l'équateur, la distance qui vous sépare du centre de la Terre, du centre attracteur, elle est plus grande que la distance qui vous sépare du centre de la Terre lorsque vous êtes au pôle. Donc le poids d'un objet va être plus important là où la distance est la plus courte, c'est-à-dire au pôle. Donc au pôle, votre poids sera plus faible qu'à l'équateur. Mais est-ce que votre masse sera différente? Non. La masse, elle est constitutive de vos particules. Le poids, c'est la conséquence de votre masse qui rentre en interaction avec le champ gravitationnel terrestre. Non, en fait, j'ai pas compris. Enfin, du coup, vous dites que la force, elle est moins, enfin, elle est plus forte. Si la distance, elle est moins Elle est plus faible. Elle est plus faible. Plus tu te rapproches d'un centre attracteur, plus tu vas en sentir les effets. Oui, ben, ça veut dire qu'on aurait plus de poids. Pourquoi au pôle on a moins de poids alors que Parce que ta distance est plus faible. Bah oui, mais vous avez dit que la distance est plus faible, du coup il y a plus de force. Bah oui, c'est bien Il y a ça. plus de poids. Bah du coup il y a plus de poids. Pourquoi vous avez dit qu'il y avait moins de poids au pôle Nord qu'à l'équateur? Non, tu dis ça? Oui. Ah bah pardon, alors pardon. Le Si, poids si, est plus, ok. Le poids est plus important puisque la force d'attraction gravitationnelle est plus grande au pôle qu'à l'équateur. Pardon, je vais inverser. Du coup, le rayon, il est pas bon. Hein? Du coup, c'est pas le même rayon. Exactement. C'est pour ça que la Terre n'est pas sphérique. Elle est aplatie au pôle parce qu'elle tourne sur elle-même. Comme elle tourne sur elle-même, c'est ce qu'on appelle une force d'entraînement. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà ressenti. Ces manèges en fête foraine, c'est un truc qui tourne, vous êtes collé au mur, ça tourne de plus en plus vite, et puis après, la roue monte. Et vous restez collé contre ce. C'est dû à quoi? C'est dû à la force sans champ. D'accord. Et comme la Terre tourne sur elle-même, elle subit à l'équateur cette force centrifuge qui les tire sur l'équateur. Donc il aplatit le pôle. J'ai pas fait de maths là. J'ai simplement expliqué un phénomène par des considérations physiques. C'est un peu comme sur les roues, si on les fait tourner dans le vide, et bah, le pneu il s'étire. C'est le même principe. Force de sang, force centrifuge. D'accord. Donc on était là. Maintenant le but, vous avez compris qu'il y a donc un lien qui existe entre le poids et la force d'attraction gravitationnelle.
Est-ce que tout le monde l'a pigé, ça? Oui ou non? Est-ce que vous arrivez à visualiser que le poids, c'est simplement la force d'attraction gravitationnelle au niveau du rayon terrestre? À partir de là, on va mathématiser ces choses. Donc, on va essayer de comprendre quel est le lien qui existe entre le petit g dans m fois g avec le grand G de la constante de gravitation universelle. C'est ça qu'on va faire maintenant. Donc, hop, attention. Le poids correspond à l'interaction gravitationnelle à la surface de la Terre. C'est-à-dire que D est égal au rayon de la Terre. Dans la formule de la force d'attraction gravitationnelle, vous allez simplement dire que la distance qui sépare les deux corps, c'est le rayon terrestre. Par attraction gravitationnelle, si un objet il est à la même distance de deux objets identiques, qu'est-ce qui se passe? Il va être attiré de la même façon par ces deux objets. Il va subir les deux forces et au final, il va aller tout droit. C'est une très bonne C'est-à-dire, il va aller tout droit, genre question. Donc là, tu as un corps. Sur la médiatrice qui sépare ces deux corps, tu as un petit corps qui avance comme ça. Corps C. Donc, le corps C va ressentir l'effet de la force gravitationnelle de A qui va l'attirer vers lui. Là, c'est F de A sur C. D'accord? Il va y avoir la même chose, F de B sur C. Donc, le cumul de ces deux forces, ça donne une force, qui est la somme de cette flèche bleue et de cette flèche bleue. Ça donne une force totale. C'est comme ça. Oui ou non? Du coup, en gros, c'est-à-dire qu'un objet immobile va avancer, en fait? Un objet qui est à la base immobile peut se mettre en mouvement s'il rentre dans un champ de pesanteur. Il est soumis à une interaction. Une interaction, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence? Elle peut mettre en mouvement un objet. C'est le coup des billes. Oui. En fait, de base, votre C, vous l'avez fait bouger ou pas? Il peut bouger de base, mais il peut ne pas bouger. Et le résultat est le même. Le résultat est le même. Tu vas modifier son mouvement. Et du coup, quand il passe de l'autre côté, genre il passe tout A et tout B, pareil, il va va continuer. revenir en arrière ou il va continuer? Ça va dépendre s'il avait une vitesse suffisante pour sortir du champ de pesanteur de ces deux corps. Ce qu'on appelle sur Terre. Si on envoie une fusée dans l'espace, il faut que la fusée arrive à s'affranchir de la pesanteur terrestre. Donc il faut lui apporter une certaine vitesse qui va lui permettre de sortir du champ de pesanteur terrestre. Ce qu'on appelle fournir la vitesse de libération de l'attraction terrestre. Alors d'abord, il y a C'est-à-dire qu'un objet sur Terre a autant de force gravitationnelle. Alexandre, il faut que tu viens avec nous. Ok, question. Et si du coup, de base, C est sur la même ligne que A et B, il ne bougera pas? En équilibre. C'est ce qu'on appelle, par exemple, il y a des points spécifiques dans le système solaire qu'on appelle les points de Lagrange, où on a des points d'équilibre entre toutes les forces d'attraction gravitationnelle de tout ce qui compose le système. Genre par exemple, si je mettais ma règle là et qu'elle donnait d'accord, ça, point d'équilibre. Et du coup, ouais, il ne bouge pas du tout, il n'y a rien qui se passe. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'objet où il ne bouge pas, parce que tout est en mouvement par rapport à ça. Mais si ça devait exister, enfin, du coup, en gros, c'est que théorique qui est à gauche. Oui, c'est que théorique. Wow. Alors, donc là, on va faire le lien. J'ai pas le temps. Là, il va falloir que vous accrochez sur le calcul. J'ai oublié de... Donc, ce que l'on doit voir. Mais, il y a trop de bruit, est égal à m fois g. La force, donc ça c'est le poids d'un objet. C'est la masse de cet objet fois g.
la force d'attraction gravitationnelle que la Terre a sur l'objet est égale à grand G multiplié par la masse de la Terre fois la masse de l'objet divisé par la distance qui sépare l'objet du centre de la Terre, c'est-à-dire le rayon de la Terre, que j'élève au carré. Donc qu'est-ce qu'on voit? Si on fait une analyse fine, ces deux forces, on a dit que c'était la même chose. Le poids d'un objet, c'est la force d'attraction gravitationnelle de la Terre sur cet objet au niveau de la surface de la Terre. Donc, là, on retrouve un objet et un objet. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ces quantités ici sont identiques. Donc, par identification, vous pouvez dire que petit g, donc l'intensité de pesanteur terrestre à la surface de la Terre, c'est égal à grand G, multiplié par la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré. Or, G, on avait dit que c'était combien à peu près? 9,8 newtons par kilogramme. Et bien on peut le vérifier là. C'est quoi la différence entre petit g et grand g? C'est exactement ce que je suis en train de montrer. Ah. Donc, on a montré que petit g, qui était l'intensité de pesanteur terrestre au niveau de la surface de la Terre, c'est 9,81. Et on veut le relier avec la constante de gravitation universelle, qui elle est vraie n'importe où dans l'espace. On va faire l'application numérique. Petit g va être égal. Donc g 6,67 10 moins 11 multiplié par la masse de la Terre. Alors celle-là, je ne la connais pas par cœur. 5,97 10 24 kg. 5,97 10 puissance 24 kg. Et le rayon de la Terre, c'est 1300 km. On va avoir un peu plus précis. J'ai 6371 km. 6371, que je dois mettre en mètres, donc 10 puissance 3. Allez, on calcule ça. Et regardons ce que ça fait. Vous savez que vous devez trouver à peu près la virgule. Oula, je me trompé. Ah. Là, je crois que c'est pas mon résultat. Ah non, c'est moi qui fais ça. 6371, 10, 3, 4. Et on trouve 9,81. C'est beaucoup, 90 C'est-à-dire beaucoup. c'est beaucoup. Tu peux pas quantifier ça. En fait, ça veut simplement dire que chaque kilo supplémentaire correspond à une force de 9,81 newtons qui s'applique sur Terre. C'est pas énorme. Si tu calculais sur la Lune, pourquoi on se sent plus léger sur la Lune? Elle est plus petite, elle est moins massive. Comme sa masse est moins importante, son champ de pesanteur est plus faible. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est 6 fois moindre. On se sent 6 fois plus léger sur la Lune. Pourquoi? Parce qu'on a une valeur qui est divisée par 6. Et aussi, donc pour trouver la force qui exerce la Terre sur l'objet, on va faire petit g fois la masse de l'objet, donc ça fait comme quoi? Exactement. Là, on aurait le poids. Monsieur, comment ça se fait que comme Mars, elle est plus petite que la Terre, et ben il y a une plus grande force de pesanteur? Je pense pas.
Je pense pas que la force d'attraction gravitationnelle de Mars, à la surface de Mars, ça pourrait s'expliquer. Je sais pas, je connais pas la valeur de G de petit G sur Mars, mais à mon avis, c'est plus faible. Parce qu'elle est plus, elle pourrait être plus grande. Si quoi, d'ailleurs, tu peux répondre à cette question. Qu'est-ce qui pourrait rendre un objet plus petit, mais avec un champ gravitationnel à une même distance plus important? Si le centre il est plus grand, Maintenant, par exemple, Ça dépend de sa masse. Exactement. S'il est plus massif, tu peux mettre un objet, tu peux mettre dans un dé à coudre, tu peux mettre 1 kilo de quelque chose ou 1 gramme de quelque chose. Tu vas avoir une compression qui va être plus importante, donc sa masse volumique va être plus importante. Donc en fait, c'est pas tellement la masse de l'objet qui est important, c'est sa masse volumique. Et un trou noir, qu'est-ce que c'est? C'est un truc très rapide. C'est un truc extrêmement dense. C'est par exemple, c'est comme si on mettait le Soleil, toute la masse du Soleil, dans la taille d'un petit dé à coudre. Imaginez la pression qu'il faut avoir pour pouvoir justement réaliser cette expérience. La pression est tellement importante que justement ça déchire cette expérience. est-ce que par exemple, genre, il y a des limites de pression où on peut vraiment compresser tout ce qu'on veut, même si il faut avoir les. Théoriquement, il n'y en a pas. Maintenant, il y a certains physiciens qui disent oui, il y a des limites de pression supérieure. Je ne suis pas ma compétence, je ne suis pas assez spécialisé pour te répondre à cette question. Mais voilà, là ce qu'on vient de faire, c'est simplement par une considération mathématique. On a montré que le champ de pesanteur d'un astre est relié à quoi? C'est simplement égal à, c'est proportionnel à la constante de gravitation universelle. Plus l'astre est massif, plus sa masse est grande, plus le champ de pesanteur est grand. Plus l'astre a un rayon petit, plus le champ de pesanteur à la surface est grand, puisque c'est au dénominateur. D'accord? Donc, comme le rayon est au dénominateur, si le rayon diminue, d'accord? Ça, ce sont les considérations mathématiques que j'aimerais que vous arriviez à avoir maintenant. Et voilà, j'ai une formule mathématique. Comment je l'interprète et comment je peux la retranscrire avec des considérations. Ok, on va s'arrêter là. Et pour la semaine prochaine, on va faire l'exercice. Non, on ne fera pas. Peut-être que je le ferai. Pas de devoir. À la fin de ce chapitre, bien entendu, vous aurez un... Oui. pareil. Sur ce, à demain. Je vois bien. Oui, c'est demain, c'est cet exemple. Je coupe l'enregistrement, je le mets en ligne dès que je peux. En ligne. À demain. Et ouais, je vois pas ce que vous écrivez au fur et à mesure puisque j'ai plus l'écran. Mais